Donc je suis David Guillochot, je suis de la société Talentsoft, je m'occupe de sujets de stratégie et de produits. Et j'ai un grand plaisir d'introduire et d'animer, d'être le facilitateur de cette matinée avec vous. Et je suis, pour adresser ce sujet important, accompagné de 3 acolytes. Il fallait que je fasse attention ce matin, je me dis fais gaffe quand tu vas dire ce mot. Parce qu'en fait, voilà, c'est un peu un cocktail qu'on va vous proposer vitaminé ce matin pour traiter cette question, et chaque ingrédient va être important. Donc il y aura Michael Cabrol pour commencer, qui est le fondateur CEO des e-recrues. Alors une des pépites qui monte clairement dans la HR French Tech sur un marché compétitif, qui est comment on aide les recrutements avec les interviews vidéo. Donc étape importante. On aura Pierre Monclos de Youno. Alors une autre pépite aussi de HR Tech, un organisme de formation nouvelle génération pour des compétences du futur, enfin même du présent, parce que c'est maintenant qu'il faut se former, on est d'accord. Et Pierre est directeur éditorial dans cette start-up. Et puis on a un troisième larron, qui est Christophe Bergeon, et qui a aussi la double responsabilité que c'est son PC qui ne fonctionne pas, là, visiblement, qui est le fondateur de Zest Me Up, donc une autre start-up, comme quoi voilà, la French Tech, dont on est un peu ici sur l'endroit emblématique, est très active sur une autre étape importante de la relation avec les collaborateurs, avec les talents, qui est peut-être un des sujets d'ailleurs les plus chauds, qui a fait beaucoup parler, c'est l'engagement des collaborateurs. Et donc on va, avec ces 3 lascars, parler de cette question intéressante ce matin. Et peut-être on va le faire sans slide d'ailleurs, ce qui serait une bonne façon de le faire. Il y a une croyance, ça ne marche pas. Il y a une croyance importante, d'ailleurs, c'est au-delà de la technologie, c'est la conversation continue qu'on va pouvoir créer, nous les professionnels de la fonction RH, avec les talents et avec le business. Voilà, alors des fois, ne pas avoir de technologie, ne pas être prisonnier de slide, peut aider. Bon, je vais quand même essayer de reprendre le fil. Alors, j'ai des cheveux blancs, j'en ai plus beaucoup, mais j'en ai encore quelques-uns, et j'ai beaucoup croisé de RH, j'ai beaucoup travaillé avec eux dans différents rôles, de consultants, d'éditeurs. Et je vais oser vous dire, j'ai souvent ressenti une espèce d'impression de complexe de la fonction RH. Notamment quand on est dans un comité de direction, quand on est face à un arbitrage sur des projets, des initiatives. Voilà, la fonction RH est toujours vue trop souvent encore comme la fonction support. Les choses sérieuses, c'est le business, les choses sérieuses, c'est le client. D'accord. Je pensais que c'était ça le projecteur, en fait. Small is beautiful. Et ce complexe, on va dire, je vais un peu provocateur, mais ce complexe, il est frustrant, parce que comme vous, certainement, nous, on travaille pour non pas simplement gagner de l'argent, mais avoir du sens et rendre l'humain plus épanoui dans les organisations, et bien sûr, les entreprises plus performantes. Si je fais ça, on est d'accord, ça servira à rien. D'accord. Et la deuxième chose, un petit peu perturbé, bon quand même. La deuxième chose que je voulais vous dire dans l'introduction, c'est que l'expérience collaborateur, qui est le sujet, l'expérience client, et ça a été démontré par notamment une étude qu'on a faite Talentsoft avec Accenture récemment, on a sondé des talents en France et en Allemagne. 93%, à la fois en France et en Allemagne, intéressant, les deux sont tout à fait d'accord, des talents sondés disent « l'expérience que j'ai dans mon entreprise compte beaucoup ». Donc c'est un sujet sur lequel il faut s'adresser parce que quelque part les destinataires de ce que vous allez faire vous attendent au rendez-vous. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont pas mal satisfaits. 73% de mémoire en France et 60 et quelques en Allemagne. Donc pour eux, l'expérience qu'ils vivent aujourd'hui est satisfaisante pour une majorité, mais encore beaucoup qui ne le trouvent pas satisfaisant. Et puis c'est quelque chose qui, sans arrêt, peut être remis en cause, comme on le sait. L'autre raison pour laquelle on adresse ce sujet, c'est que vous allez avoir des super pouvoirs. Vous, la fonction RH, en tirant la pelote de laine que l'on fait ce matin, vous allez trouver, ou vous allez retrouver, ou vous allez avoir une confirmation
que la fonction, les professionnels de la fonction RH ont un super pouvoir. Et c'est là où je me suis promis de parler de Viagra. Ça marche parce que là j'ai une super pilule de Viagra. Donc, moi, je te sens. Et alors pourquoi je voulais vous parler de Viagra? Parce que quand vos collègues du business, du marketing, de la vente réfléchissent aux clients, à l'impact qu'ils vont pouvoir avoir, à l'augmentation du chiffre d'affaires, de leur fidélité, etc., ils ont des actions qui sont assez incroyables, ils ont des outils assez incroyables, ils se focalisent sur le client et puis ils travaillent, je pense que vous l'avez vu, sur l'expérience collaborateur, l'expérience client. On t'a retrouvé tes slides, c'est très dur. C'est super, voilà. On peut applaudir Christophe. Il y a personne de la technique, alors c'est parti. Alors, vous avez des super pouvoirs. Vous avez des super pouvoirs parce que, et là on fait le parallèle avec les gens du business, vous allez travailler, eux vont travailler sur les clients, et vous avez un super pouvoir parce que l'influence de la satisfaction des collaborateurs, du niveau d'engagement des collaborateurs sur la satisfaction client a une corrélation positive et très forte. Le coefficient de corrélation, pour être exact, sur une étude, elle est de 0,43. Le Viagra, par rapport à l'amour, c'est 0,30. Donc le médicament, on va dire ça comme ça, de travailler sur l'engagement collaborateur, le lien de cause à effet par rapport à l'impact business que ça a sur la satisfaction, la fidélité, est nettement supérieur, on va dire, au Viagra pour l'amour. Et c'est nettement supérieur aussi aux antibiotiques pour les enfants, par exemple, pour les soigner. Donc ça, c'est des études intéressantes qui ont été faites, comme quoi les études peuvent être intéressantes. Le deuxième sujet, c'est que le champ de bataille qu'ils utilisent, c'est l'expérience, qui est un terrain de jeu, on va le découvrir ce matin, qui est le même que vos collègues du business. On va parler d'expérience collaborateur, eux parlent d'expérience client. Un de ceux que j'ai croisé récemment, qui m'a le plus impressionné dans cette façon de faire ce parallèle, d'utiliser ce super pouvoir, c'est Dorchester Collection, qui est l'un de nos clients. Alors, un client sympa, ils ont le Bel Air à Los Angeles, ils ont le Plaza Athénée à Paris et le Dorchester à Londres, par exemple. Donc l'hôtellerie de luxe. Et comme vous le voyez ici, ils ont exactement mappé l'expérience client en mettant le séjour au milieu et tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe après. Et là, ça, c'est l'approche business. Et l'approche RH a fait exactement la même chose et travaille de manière complètement consciente et active sur le journée, ils appellent ça le journée, l'expérience de leurs collaborateurs, depuis la première prise de contact jusqu'à l'après-collaboration. Et ils le font tous les jours, en utilisant tous les outils qui sont à disposition, dont certains que l'on va voir aujourd'hui. Talentsoft, notre rôle, et pourquoi ils nous ont choisi, c'est de fournir cette plateforme d'expérience qui globalement offre l'ensemble des services, des données liées au développement, au recrutement des collaborateurs, en les donnant une expérience qui soit la plus personnelle possible, en mobile ou pas, et qui utilise l'intelligence ou les données qui sont à l'extérieur de cet écosystème. Par exemple, les partenaires qui sont ici. Le but de cette plateforme et de cette expérience, et notre but à tous, par rapport à ce travail sur l'expérience des collaborateurs, c'est de faire en sorte que cette expérience soit engageante. Le baby-foot ne suffira pas. C'est souvent d'abord une relation personnelle, personnalisée en tout cas, entre le talent, l'individu et l'entreprise au travers de sa carrière, de son job au quotidien. L'autre chose qui est importante, et de plus en plus dans ce monde de mobilité, c'est de faire en sorte que cette expérience, cette réponse à ses besoins, se fasse n'importe où, n'importe où. Et donc, y compris quand je ne suis pas physiquement dans les bureaux. Un autre élément important, c'est que cette expérience, vous avez été dans un magasin où il n'y a pas grand-chose, voilà, il ne se passe pas grand-chose, sauf que vous partez très vite et vous ne reviendrez pas. Donc il faut pouvoir offrir une multitude de services, une multitude d'apports de valeur ajoutée, quelque part de temps en temps des surprises, des choses parfois un petit peu enchantées, comme on dit, des choses sérieuses, mais aussi des choses fun, dans l'expérience. Donc il va falloir nourrir les rayons, à la fois avec des outils, mais aussi avec des discussions, des conversations, comme je l'évoquais. Un autre élément important, et c'est presque le plus important au final,
c'est qu'il faut que cette expérience elle ait une perspective. Elle ait une perspective, une utilité pour l'individu. Et il faut qu'il en soit aussi conscient. Il faut qu'il le comprenne, il faut qu'il l'achète quelque part, le fait que c'est une utilité, un but, un objectif ultime qui soit. Et ça, c'est la recette de l'engagement, quelque part, en disant de vivre pleinement cette expérience. Cette expérience, elle commence d'abord par le recrutement. Et le recrutement, c'est un lieu hyper compétitif. C'est presque le lieu le plus compétitif, puisque c'est un marché ouvert. Vous vous battez souvent pour les mêmes talents, enfin vous battez au sens figuré. Et c'est un élément sur lequel vous cherchez, et c'est souvent là où on trouve l'innovation la plus importante, à avoir les meilleures réponses, et même les meilleures expériences possibles pour engager les collaborateurs. Donc je vais laisser la parole à Mickaël, qui va nous apporter un éclairage et des exemples très concrets de ce cocktail de l'expérience qui commence avant le recrutement. Merci David. Je vais prendre la télécommande. Hop. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce matin pour parler de l'expérience effectivement de vos candidats qui vont devenir vos futurs collaborateurs et donc futurs ambassadeurs. Donc je suis Mickaël Cabrol, fondateur d'Easy Recrue, et donc nous intervenons effectivement sur les phases de recrutement et plus particulièrement sur les phases de présélection des candidatures. Donc on est vraiment juste après la réception des CV et juste avant la rencontre avec les candidats, et on aide nos clients avec des outils qui leur permettent de remplacer les étapes de présélection en général qui sont par téléphone par une présélection qui se fait plutôt en vidéo. Voilà, je vous montrerai un petit peu après comment ça fonctionne. Et effectivement, on est dans le premier jalon du process. Hein. On a vu la candidate journée de cet hôtel. On est vraiment au tout début dans la partie recrutement présélection. On va voir qu'il y a de gros enjeux là-dessus. Alors le candidat aurait-il pris l'ascendant sur le recruteur? C'est le thème qu'on a voulu présenter aujourd'hui. En gros, le monde s'est digitalisé. Ça ne vous aura pas échappé. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines et dans celui du recrutement également. Alors ça a commencé, la digitalisation, vous la voyez au quotidien dans le monde de la consommation, déjà. Quand vous voulez acheter un article sur Internet, vous allez sur Amazon, vous avez énormément d'informations que vous pouvez trouver sur l'article. Vous pouvez trouver un descriptif extrêmement précis, les avis des gens qui l'ont déjà acheté, ceux qui ne l'ont pas acheté, les articles un petit peu similaires, les détails sur la livraison, etc. Vous avez une mine d'informations sur ce produit. Et en gros, on est en train de voir exactement la même chose sur vous, sur vos entreprises. En gros, il y a énormément d'informations qui circulent aujourd'hui que le candidat va pouvoir trouver durant sa phase de présélection. Et c'est de ça dont on va parler un petit peu aujourd'hui, parce que c'est clé de travailler ces informations-là. Alors si on remet ça sur un parcours, sur un processus, ça c'était le recrutement d'avant. C'était assez simple, c'était assez linéaire. En gros, le candidat, il avait une idée de job, il allait sur un job board, une petite annonce, il trouvait l'annonce qui lui correspondait, il postulait, il lisait la job desk et il postulait, c'était réglé, c'était assez simple. Ça, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, ce process linéaire, il est devenu omnicanal. C'est beaucoup plus compliqué, côté candidat et côté recruteur. Alors compliqué ou pas, ça ouvre pas mal de possibilités. Mais en gros, le candidat qui est actif, qui est en recherche, le moment où il postule directement, il n'existe plus vraiment. Parce que les points de contact qu'il peut avoir avec vous, ils sont beaucoup plus nombreux. Hein, il va consulter votre annonce sur Internet, mais après il va aller sur les réseaux sociaux se renseigner, il va aller sur Glassdoor, il va aller sur votre site carrière, il va faire un peu la tournée pour prendre des informations. Et pendant ce cycle, en fait, il y a plein de raisons qui vont faire qu'il ne va pas postuler finalement, parce qu'il va trouver des informations qui ne lui correspondent pas, ou bien il ne va pas trouver d'informations. Il va se renseigner, il va voir qu'il n'y a pas du tout d'infos sur vous, ça ne va pas du tout le motiver, et donc il ne va pas postuler. Donc ça, c'est notre candidat qui est en recherche de job, pour autant. Et après, pour le candidat qui n'est pas en recherche de job, l'opportunité que vous avez avec cette digitalisation, c'est de pouvoir le toucher. C'est chose que vous ne pouviez pas faire ou difficilement faire avant. Vous allez pouvoir le toucher grâce à votre marque employeur, vous pouvez travailler en ligne, donc sur vos blogs, sur les réseaux sociaux, sur votre page Facebook, votre page LinkedIn, etc. Et aussi grâce à des outils comme LinkedIn, on en parle justement, si vous avez des licences recruteurs, vous pouvez accéder à des candidats qui sont passifs, mais que vous allez pouvoir toucher par vos messages. Et donc du coup, on a un processus qui est un peu plus compliqué aujourd'hui qu'il ne l'était avant, et à partir duquel il va falloir vous démarquer. Et vous démarquer en vous digitalisant. Nous, c'est ça qu'on conseille à nos clients. La première étape, c'est de digitaliser votre image sur Internet. Pourquoi ?
Premièrement, puisque 95% des candidats vont faire des recherches avant de postuler. C'est même pas pendant leur processus, c'est même avant de postuler, de cliquer sur le bouton je postule, parce que comme on vient de voir juste avant, ils vont faire des recherches sur vous. Donc toujours pareil, sur votre site carrière, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, auprès des amis, etc. 95%. Et une fois qu'ils ont fait leur petite recherche, il y en a 58% qui vont abandonner le processus, qui vont se dire finalement ça ne me correspond pas, j'y vais pas. Alors ça peut être une bonne nouvelle parce que vous allez éviter des candidats qui ne sont pas forcément pertinents pour vous, qui voulaient postuler, puis en se renseignant un petit peu, ils voient que ça ne va pas leur correspondre, parce que par rapport aux valeurs, par rapport au process, etc., ça ne va pas leur correspondre. Mais il y a aussi des candidats peut-être talentueux que vous auriez voulu recruter et que vous n'allez pas recruter parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne info sur vous ou parce qu'ils ont trouvé des infos qui sont un peu contradictoires et qui ne leur ont pas plu. Okay, donc c'est un vrai phénomène et il faut y faire attention et ne surtout pas la négliger. Ça, c'est le parcours candidat ou le parcours du combattant. Je ne sais pas trop comment on peut l'appeler. C'est un parcours qui est semé d'embûches. On l'a vu juste avant. Il y a énormément d'étapes entre le moment où je me renseigne sur un job et le moment où je vais arriver. Et donc notre conseil par rapport à ça, c'est de fluidifier au maximum ce processus. C'est-à-dire qu'il y a certaines étapes qui sont obligatoires, on ne peut pas y échapper. Donc c'est le process qui est fait ainsi. Et par contre, il faut essayer de le simplifier de votre côté. Et donc nous, les quelques conseils qu'on peut te donner par rapport à ça, c'est d'une part de faire l'expérience la plus digitale possible, on l'a vu dès le début, d'être transparent également dès le début du processus. C'est-à-dire que si vous dites à un candidat, enfin si vous ne dites pas au candidat comment va se passer le process de recrutement et qu'il découvre qu'en fait il y a 14 étapes, que ça va durer 16 semaines et que ça va remonter aux US, etc., c'est extrêmement démotivant pour le candidat de découvrir les infos petit à petit. S'il a toutes les infos dès le début, c'est quand même beaucoup plus clean et il n'y a pas de mauvaise surprise de son côté. Autre conseil, c'est d'être responsive. C'est-à-dire que toutes vos données, tous vos outils soient accessibles directement sur un téléphone. On verra après son importance. Et le dernier conseil, c'est de privilégier l'expérience candidat. Et quand on parle d'expérience, il y a plein de moyens de la fluidifier. Au moment de postuler, par exemple, au lieu de proposer des formulaires à n'en plus finir, proposer des boutons qui permettent de postuler directement avec LinkedIn. C'est tout simple, mais ça permet quand même de faire gagner du temps au candidat et ça fluidifie son expérience. Quand vous bookez un rendez-vous dans vos locaux, envoyez-lui une confirmation, c'est le minimum, et vous pouvez aussi la booker par SMS, par exemple. Il y a des outils qui permettent d'envoyer une confirmation par SMS, comme on fait quand on va chez le docteur aujourd'hui. C'est plein de petites choses comme ça qui rendent l'expérience un peu plus sympa. Et le dernier point qui est très important, c'est de faire des feedbacks. Je vais revenir dessus juste après, tu en reparleras aussi, mais faire des feedbacks dans un process de recrutement, c'est clé. Pourquoi ? Puisque les candidats parlent. Les candidats parlent à leur réseau. Et comme tu le disais, David, un candidat, c'est comme un client. L'expérience candidat, c'est une expérience client. Et un candidat qui est content de son expérience, comme nous, quand on est content d'un produit, en général, on va en parler à 2-3 personnes. Par contre, quand on n'est pas content, en général, on va plutôt en parler à 10-15 personnes. Okay, c'est comme ça, c'est la nature qui est faite ainsi. On parle plus des choses qui ne nous ont pas plu que des choses qui nous ont plu. Et le problème, c'est que dans votre job de recruteur, une grosse partie de votre mission, c'est quand même d'annoncer des mauvaises nouvelles. Passez votre temps à dire à des candidats que ça ne va pas le faire et que vous les sortez du processus. C'est un long cycle et petit à petit, vous sortez des candidats du processus. Du coup, ces mauvaises nouvelles que vous allez annoncer, il faut les annoncer avec tact et surtout, il faut les expliquer. Et j'ai envie de dire, déjà, il faut les annoncer, les mauvaises nouvelles. Parce qu'il y a des entreprises qui encore ne donnent pas de feedback pendant le processus. Et donc, du coup, on a des candidats qui ne savent pas où ils en sont, qui rappellent plusieurs fois, qui envoient des emails, leur candidature est perdue. Et en termes d'expérience, c'est absolument déplorable pour vous. Okay, donc, il faut bien y veiller, puisque vos candidats vont parler derrière. Alors, pour illustrer ces propos, je voulais vous mettre en avant une société, la société Securex, avec qui on travaille. Alors, Securex, peut-être que ça vous parle. C'est une société qui fait du conseil en gestion des ressources humaines, notamment des logiciels de paie, etc. Enfin, pas des logiciels de paie, mais l'accompagnement dans la paie. 230 recrutements par an, donc on a des volumes assez significatifs. Et une bonne marque employeur, puisqu'en moyenne, 100 candidatures reçues par poste ouvert. Donc, quand même des problématiques de présélection qui sont assez importantes. Ils ont complètement revu leur expérience candidat. L'an dernier, ils ont complètement revu la manière dont ils recrutaient, avec 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est de faire en sorte que d'attirer les meilleurs profils. Okay, et le second enjeu, c'est d'attirer des profils plus diversifiés. C'est de ne pas se baser que sur les CV ou l'expérience des candidats, mais ouvrir un petit peu le scope des recrutements. Et donc, il y a pas mal d'étapes qui ont été mises en place pour y arriver. La première,
forcément, ça s'est passé en ligne. Et donc, ils ont revu toute leur stratégie éditoriale. Donc, ça a commencé sur le blog qu'ils ont, un blog à destination des candidats, pour expliquer un peu mieux les métiers, les enjeux, la politique de la société, les valeurs de la société, etc. Ça paraît tout bête, ça paraît évident, mais tout le monde ne le fait pas. Et donc, c'est la première chose qu'ils ont mis en place. La deuxième chose qu'ils ont fait en ligne, c'est de revoir complètement les annonces qui sont proposées aux candidats, pour les faire un peu plus fun, un peu plus attractives, et surtout un peu plus détaillées. L'idée, c'est de mettre un maximum d'informations pour que les candidats se retrouvent et éviter des candidats qui postulent un petit peu par hasard. Okay, donc, par ce biais-là, ils ont obtenu des candidatures beaucoup plus qualifiées. Ça, c'est le premier aspect de leur mutation. Le deuxième aspect, c'est qu'ils ont complètement changé de paradigme quant à leur manière de présélectionner les candidats. Ils sont passés d'un process basé sur les hard skills, c'est vraiment le candidat, il a tel parcours, tel CV, telle compétence, telle expérience, telle maîtrise de tel logiciel, etc., les hard skills, à un recrutement basé sur les soft skills. Donc, les soft skills, c'est plutôt ce qui est inné, okay, ce qu'on a en nous, donc c'est l'intuition, l'audace, l'autonomie, l'ambition, etc. C'est plutôt les soft skills. Et donc, ils ont complètement changé la manière d'identifier les candidats. Et je pense qu'ils ont bien raison, c'est quelque chose qu'on défend chez EasyRecruit. Pourquoi ? Puisque 80% des recrutements qui sont ratés, donc un recrutement raté, c'est un départ volontaire ou involontaire la première année, 80% de ces recrutements ratés le sont pour des raisons de soft skills. C'est-à-dire que le candidat, il a toutes les compétences nécessaires, il maîtrise bien le logiciel, il parle bien la langue qu'il faut parler, il connaît bien le process, tout va bien. Par contre, il y a un problème de matching, d'adéquation avec les valeurs de la société, avec ses collègues, avec son manager. Donc c'est un problème de soft skills, d'adaptabilité. Et donc l'ambition, c'est de détecter ces soft skills dès la phase de présélection. Alors comment ils ont fait ? Ils sont passés, effectivement, donc on l'a vu, digitalisation de leur communication sur leur blog, leurs annonces, mise en place de l'entretien de recrutement vidéo. Okay, donc l'idée, c'est grâce à la vidéo, ils ont pu se séparer quasiment des CV et des lettres de motivation. Les lettres de motivation, je ne sais pas si vous les lisez encore, mais non, plus grand monde les lit, si ? Vous les lisez ou pas les... Ouais, c'est pas un grand oui, hein, c'est pas très franc, si un petit peu. Mais le ressenti qu'on a, c'est que c'est quand même souvent lu en diagonale rapidement, puisqu'on n'a pas le temps, et parce que les candidats ne prennent pas le temps non plus de les personnaliser. Donc finalement, c'est un peu un jeu à somme nulle. Grâce à la vidéo, les candidats peuvent beaucoup plus s'exprimer. Et ça a permis à Securex d'ouvrir le scope des candidatures. C'est-à-dire que sur un CV qui était qui sortait un petit peu du lot, le candidat qui n'a pas la bonne expérience, pas le bon parcours, qui a eu un petit accident de parcours, etc., avant, il n'aurait jamais appelé, puisque ça prend 15-20 minutes de faire une présélection. Grâce à la vidéo, ils vont pouvoir le faire passer dans le process et avoir des bonnes surprises. Et en moyenne, ce qui déclare, c'est qu'il y a 30% de candidats qui ont été identifiés qui ne l'auraient pas été sur la base du CV. Okay, donc il y a vraiment une ouverture qui a été faite. Donc les candidats se présentent aux vidéos et les recruteurs se présentent également en vidéo. Okay, donc les recruteurs peuvent se présenter également en vidéo, poser leurs questions en vidéo et donc avoir une approche beaucoup plus proche des candidats, beaucoup plus user-friendly. Quand on parle d'expérience collaborateur, d'expérience candidat, on est en plein dedans. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est le type de plateforme sur lesquelles arrivent les candidats quand ils postulent. Donc toujours, on revient dans notre cycle d'expérience candidat, c'est quelque chose qui est assez fun, qui est assez friendly, qui est aux couleurs du recruteur. La couleur des boutons, la vidéo d'accueil, un petit texte de présentation, etc. Donc on est quelque chose qui est assez attirant et plutôt sympa pour les candidats. Le mobile, j'en parlais juste avant, ils ont aussi complètement switché en termes d'approche là-dessus pour être mobile first. 45% des vidéos qui sont faites sur un téléphone ou une tablette. Et donc c'est le trend qu'on a chez EasyRecruit. Il y a 18 mois, on était à 10% des vidéos sur support mobile. Aujourd'hui, on est à 50% et l'année prochaine, je pense qu'on sera à 70%. Et donc le message par rapport à ça, c'est que toute votre expérience de recrutement, vous devez la penser mobile. Si vous n'avez pas encore d'application de recrutement, si vos annonces ne sont pas responsives, etc. sur un téléphone, c'est pas super, puisque les candidats vont sur ce type de support aujourd'hui. Et donc, en termes le bilan qu'ils font après avoir complètement changé la manière d'apprendre leur expérience candidat, c'est que pour Securex, c'est beaucoup plus dynamique et ils ont une meilleure image plus positive, plus dynamique, plus innovante, ce qui est quelque chose qui est recherché. Pour les recruteurs, c'est du temps gagné, possibilité d'avoir plus de candidats dans le processus.
et plus de flexibilité pour voir les vidéos. Et pour les candidats, c'est une manière de se présenter, d'aller au-delà de leur CV, leur lettre de motivation, vraiment de tout donner, de faire part de leur motivation en vidéo. Et c'est beaucoup plus flexible. Les candidats, pour revenir à mon propos initial, on dit que les candidats prennent un petit peu le pouvoir, c'est vrai. Et il faut leur donner ce pouvoir-là aussi, de se présenter quand ils veulent. S'ils ne veulent pas faire la présélection téléphonique quand vous les appelez et qu'ils sont dans le métro en train de faire leurs courses et que ça ne leur va pas, s'ils préfèrent faire ça chez eux le week-end ou le soir quand ils sont tranquilles, il faut leur donner l'opportunité de le faire. C'est comme ça qu'ils vont aussi appréhender leur première rencontre avec vous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la digitalisation de l'expérience candidat. Laissez la parole à David. Oui, en plus, et tu as montré que c'est un domaine effectivement compétitif. Alors l'entonnoir, et je pense que la spécificité de votre difficulté, c'est de devoir dire non. Enfin, on l'a vu, on dit rarement non à des clients. Il y a quand même des business qui sont assez rares. Là, il faut gérer ça. Et là, vous avez une formidable possibilité de changer le champ en disant les soft skills, ce qui fait vraiment les compétences, les attitudes, les ingrédients du succès, autant les anticiper, les mettre en scène avec une expérience mobile, avec une consommation du processus qui est tout à fait adaptée quand on veut, là où on veut, avec soi, pas avec un formulaire qu'on nous impose, puisque la vidéo, il y a quelques questions, mais c'est le client ou c'est le collaborateur, le futur collaborateur qui s'exprime librement. Je vous propose la règle du jeu, c'est si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, vous utilisez un outil hyper technologique, vous levez le bras. Et puis sinon, on aura un moment à la fin. Une question qui brûle les lèvres pour Mickaël. La vidéo dont vous parlez, la candidature vidéo, oui. c'est ça, c'est une de vos propositions. Oui. Je filme, j'envoie, je poste, ça marche comment? En fait, ça marche bien en général. Ouais. Ça fonctionne comment? En gros, l'équipe de recrutement va créer un questionnaire sur la plateforme EasyRecruit où ils vont indiquer les 5-6 questions qu'ils auraient normalement posées au téléphone aux candidats. C'est vraiment des questions qu'on pose en général sur la mobilité, la disponibilité, la motivation, pourquoi pas la rémunération, voilà toutes les questions qu'on aurait posées en première étape pour voir si le candidat est motivé ou pas. Et une fois que le questionnaire est prêt, il va être envoyé aux candidats qui ont postulé. Et donc le candidat reçoit une invitation par email, par SMS, et il a un lien pour se connecter à la plateforme. Et ensuite, une fois qu'il arrive sur la plateforme, il va découvrir les questions. Et pour chaque question, il aura 30 secondes pour se préparer. Et au bout de 30 secondes, sa caméra s'allume, que ce soit sur son ordinateur ou son téléphone. Et là, il répond en vidéo. Tranquillement, il a 5-6 questions à faire, ça lui prend 10-15 minutes. Et le recruteur voit les vidéos le lendemain. Votre argument tout à l'heure, c'était les profils atypiques peuvent quand même postuler. Ah ben il faut, bien sûr. Ils postulent d'abord avec leur CV moyen, on va dire. Ouais. Avant d'avoir accès à cette... En général, ce que font les recruteurs, c'est qu'on prend le cas de Securex, sur 100 CV qu'ils reçoivent, avant, ils allaient en contacter 10 ou 15. Vraiment les CV qui étaient top dans la cible. Aujourd'hui, ils vont plutôt envoyer le lien de la vidéo à 40-50 candidats. C'est-à-dire qu'ils ouvrent énormément des candidats qu'ils n'auraient jamais appelés sur la base du CV, et ils disent voilà, j'envoie le lien, ça ne me prend pas beaucoup de temps, le candidat non plus, et peut-être qu'il y aura un bon feeling. C'est une bonne question et ça dépend en fait des secteurs. C'est-à-dire des secteurs où la marque employeur est extraordinaire, le poste est le poste le plus désiré au monde, etc. Tous les candidats vont faire la vidéo. Donc on a certains clients qui ont des taux de retour de 99%. Donc je prends des cas d'ingénieurs chez Dassault Aviation par exemple. Sur les jeunes diplômés, c'est le poste qui fait un peu rêver les ingénieurs en aéronautique. Donc ils vont tous faire leur vidéo. Sur des postes un peu plus compliqués, un peu plus compétitifs, on peut être à 50% du taux de retour. Et la moyenne, c'est 70%. Merci, Mickaël. Je propose de continuer, d'avoir de toute façon ce moment d'échange à la fin. Oui, donc on va passer la parole à Pierre, parce que vous avez réussi, grâce à tous ces efforts, dans l'expérience que va vivre les candidats, non pas seulement de les séduire ou de répondre de manière utilitaire à des questions, mais de leur faire vivre une expérience qui affine le matching qu'on va vouloir avoir et qui sera la réalité après dans l'entreprise. Donc après, vous allez être dans une promesse, on fait des promesses clients, on fait toujours quelque part une promesse au collaborateur quand on le recrute, ou en tout cas il peut l'interpréter, donc on vous invite aussi à réfléchir sur cette promesse que vous lui faites. Et il y a un élément qui est clé, qui est son développement. L'employabilité, c'est un sujet, on sait qu'on va changer de plus en plus d'entreprises dans notre carrière, de métier, on va même avoir chaud parce qu'il va y avoir peut-être les robots qui vont prendre notre place, etc. Donc
le développement de la compétence, qu'elle soit hard ou soft, va être un élément important. Donc autant se préparer aux compétences du futur, mais c'est aussi quel est le rôle de la fonction formation que l'on va voir avec Pierre tout de suite. Merci David. Bonjour à tous. Moi je suis Pierre Monclos, je suis directeur éditorial chez Youno. On est un organisme de formation professionnelle. C'est donc pour cette raison que je vais vous parler de l'expérience globale de formation dans l'entreprise à travers le prisme de si on considérait le collaborateur comme un client, quelle approche on aurait pour la formation. Pour démarrer, je vous propose qu'on fasse une caricature, et désolé si beaucoup de personnes dans cette salle se retrouvent dans cette caricature, et donc je vais généraliser. Je vais partir du principe que dans beaucoup d'entreprises, l'expérience formation est celle que je vais vous décrire. C'est-à-dire qu'on a un collaborateur qui est arrivé dans l'entreprise, il a un besoin de formation, et on va voir quel est le chemin traditionnel et caricatural qu'il doit faire pour arriver à la réalisation de cette formation. Donc je vous le fais en 30 secondes, je vais volontairement prendre des raccourcis, dites-vous qu'en vrai c'est encore plus compliqué que ça. J'ai un besoin de formation, en général dans l'entreprise, ce qu'on m'a dit c'est si tu as un besoin de formation, tu le fais remonter en entretien annuel. Donc on est en janvier, j'ai de la chance, mes entretiens annuels ils ne sont pas à la fin de l'année, ils sont en juillet aujourd'hui. Donc j'ai attendu que 6 mois pour pouvoir faire remonter ma demande par le canal officiel qu'on m'a préconisé de suivre. Je fais remonter cette demande. Le manager déjà a un pouvoir. Parfois, dans certaines entreprises, le manager peut dire « je ne suis pas d'accord sur le fait que tu aies à suivre cette formation par rapport aux compétences que tu dois développer ». Mais imaginons que le manager est d'accord, c'est en général le cas. Qu'est-ce qui se passe? Les entretiens annuels remontent au service RH. Ils sont consolidés, on regarde les besoins de formation qu'on peut mutualiser, ceux qu'on va accepter, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième validation, il y a déjà des projets de formation qui vont être mis de côté. Et puis on arrive en octobre, novembre, où on fait les plans de formation qu'on présente au comité d'entreprise, etc. Mais on fait le plan de formation de l'année suivante. Donc on était en janvier de l'année en cours, on va se retrouver avec la formation, si elle a été acceptée, si elle est passée par tous ces canaux et ces process, dans l'année suivante. Et là, l'année suivante, c'est long. Et puis, il faut que la formation se réalise effectivement. Parfois, il y a d'autres priorités, il n'y a plus de budget, la session de formation n'ouvre pas finalement. Bref, c'est un parcours du combattant, la plupart du temps parce qu'il n'y a pas de règles ou de process bien définis qui est clair auprès de tous les collaborateurs de l'entreprise. Et ils se retrouvent un petit peu face à tous ces engrenages, alors que par définition, si on prend l'image de l'engrenage, normalement, quand la machine est bien rodée, on en tourne un, ça fait tourner tous les autres, et directement, on accède au dernier rouage, et puis là, on peut faire sa formation effective. Donc ça, c'est la situation un petit peu caricaturale. Pour autant, je demande très régulièrement à mon entourage comment ça se passe. S'ils avaient un besoin de formation, ça commence souvent de la même manière. Ça finit pas toujours de la même manière, heureusement, parce qu'il y a déjà plein de manières d'accélérer ce temps qui peut aller jusqu'à 18 mois, excusez-moi, pour arriver à la formation effective. Là où c'est un problème, c'est que 18 mois, c'est un temps objectivement long, mais aujourd'hui, dans le contexte de transformation digitale des entreprises, le développement des compétences et les nouveaux métiers va beaucoup plus vite avec le digital. Je ne vais pas vous faire de pitch sur les métiers qui n'existaient pas il y a quelques mois, qui sont importants dans les entreprises aujourd'hui, les nouvelles compétences qui se développent chaque mois, donc ce n'est pas compatible avec le temps et le contexte de la transformation digitale. Alors comment on fait? Parce qu'on ne ferait pas ça à un client, si on compare le collaborateur à un client, comment on fait pour optimiser ce temps-là? À partir du besoin de formation, là j'ai quelques minutes pour vous le présenter, donc il y a énormément de choses à faire. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de retenir un seul mot qui va impacter vos procédures et ce que vous allez proposer à vos collaborateurs. Et ce mot, c'est l'autonomie. C'est de donner plus d'autonomie aux collaborateurs par rapport à la formation. Alors ça veut dire quoi? Et prenons des exemples très concrets. L'autonomie, c'est dans le choix des thèmes de formation. Si on reprend la caricature que je vous ai présentée jusqu'avant, on est dans le rôle traditionnel du responsable formation, qui a été un peu bordé par le droit de la formation professionnelle, où on était dans une logique très descendante. Les services formation font le plan de formation en lien avec la stratégie de l'entreprise, et puis disent à tous les collaborateurs, voilà les formations qu'il va falloir suivre dans l'entreprise pour développer les compétences qui sont importantes pour nous, entreprise, pour nous, RH. Mais on ne se met pas à la place du collaborateur. Et donc, comme un client, pour bien servir le client, on se met à sa place. Ici, si on se met à la place du collaborateur, on peut considérer que par définition, s'il a son poste, il connaît les thématiques sur lesquelles il doit développer de nouvelles compétences en lien avec son métier, en lien avec ses problématiques opérationnelles du terrain, aujourd'hui.
On peut lui donner plus d'autonomie sur les modalités de formation. Parce que là aussi, aujourd'hui, les responsables formation ont un quasi-monopole, et parfois avec les managers, sur la modalité qu'on va proposer. Alors c'est pas un mal en soi, parce que les responsables formation sont bien placés pour savoir quelle modalité est adaptée à quel projet, à quel objectif et parfois à quel public. Pour autant, le collaborateur a aussi son mot à dire sur la modalité. Est-ce que je fais une formation en présentiel? Est-ce que je fais une formation en ligne? Est-ce que je fais une formation qui est étalée dans la durée ou pas? Est-ce que je fais une formation mixte? Etc. Troisième déclinaison de l'autonomie, c'est la période. Donc là, on parle du temps. Est-ce que j'ai besoin de la formation tout de suite et pendant plusieurs semaines? Est-ce que j'en ai besoin plus tard et sur plusieurs journées consécutives parce que je n'ai pas besoin de tester sur le poste de travail? Donc, toutes les logiques temporelles où on donne encore trop peu la parole aux collaborateurs. Et puis, pour aller plus loin, parce que pour prendre des raccourcis, mais pour vous dire à quel point l'autonomie peut être forte, si on voulait accélérer ce chemin jusqu'à la formation effective, l'un des moyens qui nous permettrait de se dire on va le plus vite possible, c'est de donner un budget, par exemple, à chaque collaborateur. C'est une mesure volontairement poussive et caricaturale, mais on pourrait résoudre cette équation. Si chaque collaborateur a son propre budget formation, et à condition qu'il ait un guide pour savoir quelles compétences il doit développer dans l'entreprise, tous les rouages, ils sautent, il n'y a plus de validation du manager, des responsables de formation, des process. Alors c'est compliqué, on en reparlera si vous avez des questions. Effectivement, donner un budget à chaque collaborateur, mais c'est pour illustrer comment on peut aller jusqu'au bout de l'autonomie et servir l'expérience de formation du collaborateur dans l'entreprise. Normalement, avec l'autonomie, il y a d'autres mots qu'on pourrait mettre dans vos process demain, on optimise le temps. Et donc, on se retrouve dans une situation où, une fois qu'on a eu la formation effective, il y a eu un temps optimisé, et normalement on a tout fait pour qu'elle corresponde vraiment aux besoins du collaborateur, on peut, et en général on a déjà commencé avant, avoir une vraie valorisation de ça. Exactement comme quand on compare un client, une fois qu'on a réalisé un projet, une prestation, etc., la valorisation est quelque chose qui est extrêmement importante. Ici, la valorisation, elle prend deux formes. C'est de parler de l'employabilité du collaborateur. L'employabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère le collaborateur et sa carrière au-delà de l'entreprise. Pas juste dans l'entreprise dans laquelle il passe quelques mois ou quelques années. Et donc on ne pense plus seulement à l'intérêt de l'entreprise, mais on montre au collaborateur qu'on pense aussi à son intérêt à lui. Ce que vous faites déjà et depuis de nombreuses années, quand vous payez des formations certifiantes et que vous valorisez le fait que c'est quelque chose qui va servir son employabilité. Ça, c'est à l'externe, et en interne, c'est la carrière et la mobilité. Donc là aussi, c'est déjà dans les process RH, sauf que ces process qui existent déjà, cette valorisation, on peut la faire d'une manière d'autant plus forte que si on a vraiment répondu aux besoins de formation du collaborateur. Et donc, on peut se dire qu'on a tout fait pour optimiser, j'ai volontairement mis le mot client ici, la satisfaction de la personne qu'on a servie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut se dire que le nouveau rôle du responsable formation, qui est un rôle qu'il avait déjà avant mais qui est prépondérant, c'est vraiment d'accompagner les collaborateurs dans leur évolution professionnelle. Accompagner, ça ne veut pas dire diriger ou donner des ordres, c'est écouter la personne pour l'accompagner. Donc vraiment la définition noble de l'accompagnateur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on entend un petit peu plus, le responsable formation, il change de posture et il design l'expérience collaborateur. Et en fait, c'est très 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 loin de ce que j'espère peu d'entre vous font aujourd'hui, qui est le responsable formation purement administratif, qui doit mettre des chiffres dans des cases. Alors est-ce que cette formation elle est imputable? Combien d'heures il a passé? Si c'est en ligne, combien d'heures on a estimé que le collaborateur a passé? Et puis on passe beaucoup de temps à remplir tous ces tableaux, plan de formation, bilan social, commission CE, etc. Et en fait, c'est pour ça que jusqu'à présent, même si c'était un rôle du responsable formation, il a été trop peu joué dans les entreprises. On ne pouvait pas faire de l'accompagnement si on avait un rôle purement administratif. L'orientation client, puisque c'est notre prisme d'aujourd'hui, moi je le résume pour la formation, on fait de servir le collaborateur au-delà de l'entreprise. Ce que je vous disais en valorisant et en parlant de son employabilité. De lui dire voilà pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de développer telle compétence. Parce que c'est une compétence qui est importante pour l'entreprise, certes, il faut le préciser, mais pour le marché de manière plus générale. Et ainsi, on aura une adhésion qui sera beaucoup plus forte des collaborateurs que si on est dans une logique purement descendante et d'ordre. Et enfin, je n'ai pas le temps de développer, mais vous êtes tous familiers avec ce qu'est une organisation apprenante. Si
on met en place ce type de procédure et qu'on facilite tous les process qui réduisent le temps entre le besoin de formation et la formation effective, alors on est en capacité d'attirer et de retenir les talents, parce que c'est une attente qui existait déjà avant, mais qui est plus forte que jamais, dans cette entreprise, surtout si on a fait la promesse dès le recrutement, qu'est-ce que je vais apprendre, comment je vais me développer, quelle est la proposition de l'entreprise entre quand je vais arriver dans l'entreprise et quand je vais sortir, quelles seront mes nouvelles compétences, mes nouvelles expériences. Et donc, pour terminer, je vais vous présenter un cas client qui est celui d'Air France, qui résume exactement tout ce que je viens de vous dire. Air France a choisi, avec Youno, et c'est un cas un petit peu plus général, de donner un accès illimité à notre catalogue de formation. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça ? Au-delà des formations qui composent notre catalogue, le but, et je vais vous mettre la citation de Anne Grébid qui résume très bien, elle a commencé par les managers, et son propos, l'origine de ce besoin-là, c'était de considérer que les managers devaient être autonomes. Donc elle a mis ça vraiment au cœur de sa stratégie d'accès à la formation, dans leur acquisition des nouvelles compétences, ce qui est un premier sujet, et leur prise en main des apprentissages. C'est pour ça que je vous déclinais l'autonomie de cette manière. On choisit les thèmes, mais aussi on choisit les périodes, les modalités, et puis peut-être qu'on est autonome sur le budget. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, un manager chez Air France, il a accès à un catalogue de formation, et en fonction de ses problématiques d'aujourd'hui, il est à un clic de la formation dont il a besoin. C'est lui qui choisit quand il va la suivre, sur quelle période, sur quel thème. Demain, il doit manager quelqu'un à distance, et il suit une formation management à distance. Il doit progresser en gestion de projet, il suit une formation en perfectionnement en gestion de projet. Et donc, ils ont réduit ce temps, et c'est comme ça qu'ils considèrent, évidemment, on est d'accord avec eux, qu'ils ont optimisé le temps qu'il y a entre le besoin de formation et la formation effective des collaborateurs. Et donc, on peut se concentrer sur la posture d'accompagnement pour conseiller, pour dire ce type de formation, c'est vraiment important pour l'entreprise ou pour ton poste ou par rapport à tel projet stratégique. Et là, on peut changer la posture du responsable formation dans ces conditions. Et puis, pour conclure, je vais citer mon collègue Jérémy, et cofondateur de Youno. Aujourd'hui, la formation, elle doit devenir, c'est pas elle devrait, elle peut, elle pourrait, elle doit devenir une commodité dans les entreprises. C'est un problème le fait que l'accès à la formation soit par définition compliqué, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour des raisons historiques, juridiques, etc. Et donc si on se retrouve dans ce contexte où la formation est une commodité dans les entreprises, on a tout qui est prêt pour penser une vraie expérience collaborateur pour la formation qui pourra suivre dans l'entreprise aujourd'hui. Merci Pierre. Une question qui roule les lèvres ? On reviendra tout à l'heure avec toi sur une présentation plus ensemble au niveau de la conclusion. Ce qui est clair, c'est que, un peu comme dans la relation avec l'expérience des clients, le process, la mécanique, les rouages, on va dire, que tu as matérialisés, eh ben c'est un vrai travail. C'est-à-dire qu'il faut les voir, il faut être un peu paranoïaque en disant est-ce qu'il n'est pas trop compliqué, est-ce qu'on peut faire plus simple, le temps doit être le plus court possible. Et puis il ne faut pas oublier que vous avez en face de vous des gens qui sont assez intelligents. Et puis vous voulez les rendre en plus adultes, donc ne les infantilisez pas trop, ça ne sert à rien. Et donc ouvrez les vannes. Voilà. Aujourd'hui, le digital offre un formidable business model qui est celui de l'instantané, à disposition de tout le monde, sans barrière géographique. Voilà, c'est une commodité. C'est encore plus facile que d'avoir la lumière, c'est avoir le soleil, quoi. Vous l'avez, tout le monde là. Vous n'avez pas besoin de vous occuper des branchements. Avec ce que fait la formation, c'est que ça. Et ça, si vous en avez, 100 heures d'investissement de formation, mettez-le à disposition le plus possible, vous aurez un ROI, vous aurez une expérience collaborateur importante. La formation et le développement est un des éléments importants de la promesse avec les collaborateurs que vous allez emmener, embarquer et développer dans cette aventure de la relation entre l'employé et l'entreprise. Une des causes principales de départ, c'est rarement la formation. Ça peut l'être, mais c'est rarement la formation. C'est souvent un certain nombre d'ingrédients, un certain nombre de frustrations, un certain nombre de déceptions qui font que l'écoute, comme on en a sur le client, eh bien, l'écoute des collaborateurs est devenue un sujet central. Et tu vas nous en parler, Christophe, justement. Bonjour à tous, donc, je suis Christophe Bergeon, le CEO et cofondateur d'une start-up qui s'appelle ZespeUp. Et je suis ravi, comme tout le monde, d'être avec vous ce matin, de vous voir si nombreux.
Alors, qu'est-ce que ZestMeUp en deux mots pour que vous compreniez avant que je démarre, hein. On a créé une appli et une solution web pour mieux comprendre vos collaborateurs. Donc, avant tout, les écouter, leur poser des questions temps réel pour comprendre les leviers de l'engagement et leur permettre de faire du feedback. Alors, ce collaborateur, je voulais démarrer en parlant du collaborateur comme un nouveau client, c'est le thème de la matinée. Je pense qu'on fait énormément d'efforts pour attirer les meilleurs talents. Michael vous en a parlé en introduction. Et puis après, parfois, ça fait un peu pchit quand on arrive dans l'entreprise. La promesse n'est pas tenue et on se retrouve à vouloir faire un point avec son manager et on vous dit effectivement que ça va arriver en janvier ou en juillet prochain. Donc on est sur une temporalité et sur un retour et sur une expérience collaborateur qui est souvent assez catastrophique. Parce qu'on n'est plus sur la bonne temporalité en fait. Il faut qu'aujourd'hui on fonctionne absolument en temps réel. Je pense qu'aujourd'hui vos collaborateurs rejoignent une entreprise, on a parlé de la formation, mais pour deux raisons principales. En tout cas les nouvelles générations et même nos générations, je pense aujourd'hui on a la même vision. On choisit plus une marque, et d'ailleurs nos grands clients qui sont des marques ont de plus en plus de problèmes à recruter. Je pense à des lauréats, je pense à nos clients qui s'appellent EY, dont je parlerai plus tard. Voilà, les collaborateurs préfèrent aller dans d'autres organisations, par exemple les startups, et on a de la chance. Pour quelle raison ? Parce que ça va plus vite, parce que j'apprends et parce que je grandis. Voilà. Donc l'organisation aujourd'hui, elle doit être apprenante. Et c'est pas évident, Pierre vous en a parlé. Je pense que justement transformer une organisation qui n'était pas prévue comme ça à une organisation libre où on peut aller piocher, on peut aller apprendre. Et on a expliqué aux managers que leur principal rôle c'était d'accompagner, de coacher, d'apprendre aux nouvelles générations. Là, il y a une transformation qui est radicale dans les organisations. Alors, je voulais illustrer mon propos par les changements qui sont en cours. Hein. J'ai listé quelques sociétés, mais Airbnb, alors je vais commencer plutôt par Accenture, qui a arrêté les entretiens annuels. Voilà. Je pense que l'entretien annuel est une source de frustration pour beaucoup de collaborateurs. Et quelque part, il ne correspond plus à cette fameuse temporalité. Donc, l'idée de Pierre dans terme, c'est de dire aujourd'hui, on veut du temps réel. On veut que les managers fassent du feedback aux collaborateurs et que le collaborateur nous fasse du feedback quand ça se produit. Et pas une fois par an. Donc, on va changer la culture, on va transformer notre organisation en mettant en place une culture du feedback permanent. Et ça, c'est vraiment pas facile à faire. Ça a été le cas aussi de General Electric. Je crois que c'est eux qui ont inventé d'ailleurs l'entretien annuel après-guerre. Donc c'est eux qui nous ont imposé cette formule d'évaluation et qui aujourd'hui disent bon, on arrête tout et on passe à du feedback permanent. Voilà, c'est Netflix aussi, Deloitte, Cisco. Donc il y a une vraie tendance générale qui, comme souvent, nous vient des États-Unis. On dit voilà, cet entretien annuel, en termes d'expérience employée, il est assez catastrophique en fait. Hein. Il va créer plus de frustration que quoi que ce soit et il ne correspond plus à ce qu'on doit faire pour aider nos collaborateurs, les engager, faire qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans notre entreprise. Voilà. Airbnb, je ne sais pas si vous l'avez vu ou lu, on en a parlé dans la presse, mais leur DRH s'est renommé Chief of Employee Experience Officer. Voilà. Donc c'est un des premiers d'ailleurs qui a changé son rôle et qui a dit moi mon job c'est d'améliorer l'expérience de mes employés. Voilà. Et alors je voulais aussi citer le fameux Indien qui a sorti le patron d'HCL Technologies aussi, dont vous avez peut-être entendu parler, mais lui est allé plus loin et a transformé, il s'appelle Vijay Nayar. Il a transformé son organisation qu'il a multiplié par 5 en disant c'est l'employé d'abord, le client ensuite. Voilà. Si je traite bien mes employés, finalement ils vont bien traiter nos clients, ils ne pourront pas faire autrement. Donc c'est ça la logique, c'est déjà non seulement de considérer vos employés comme des clients internes, mais de les traiter encore mieux que vos clients. Et là vous n'aurez aucun problème pour la suite et en tout cas la croissance de son entreprise lui a donné raison. Je voulais citer aussi quelqu'un d'autre qui est très connu, alors vous ne connaissez sûrement pas vous professionnels RH, mais nous professionnels du software, on connaît très bien Josh Berzin parce que c'est un des spécialistes, analystes du marché RH depuis 25-30 ans aux États-Unis.
sa société de conseil a été rachetée par Deloitte, donc c'est pour ça que ça s'appelle Berzin by Deloitte. Je vous invite, vous allez pouvoir trouver plein de livres blancs disponibles gratuitement sur le net qu'a fait Josh. Et ce qu'il dit, lui, aujourd'hui, dans cette transformation actuelle, c'est qu'on commence à mettre en place un feedback employé, et que le feedback employé va transformer nos organisations de manière considérable, dont on ne se rend même pas compte encore aujourd'hui, à quel point, et de la même manière que le feedback client a transformé vos vies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous accepteriez plus de prendre un taxi qui vous ouvre pas la porte, qui vous donne pas une petite bouteille d'eau et dont le taxi pue la cigarette ou que sais-je. Voilà. Donc, et c'est la même chose pour les hôtels, etc., etc. Donc aujourd'hui, en tant que consommateur, vous donnez votre avis, vous choisissez intelligemment le meilleur service, vous exigez le meilleur service. Pourquoi ne pas exiger la même chose de vos entreprises? Voilà. Alors, nous, ce qu'on fait, je voulais l'illustrer, mais on fait de la même manière qu'un Uber, par exemple, c'est que quand on va pousser la culture du feedback, on va aussi demander si ce feedback était utile ou pas. Voilà. Donc, c'est non seulement de pousser la culture du feedback permanent, mais d'en faire un cercle vertueux. Est-ce que ça me sert à quelque chose ou pas? Voilà. Et en tant que manager, si je fais du feedback et je comprends pourquoi mon feedback est bien reçu ou mal reçu, j'améliore mon niveau de management. Donc, j'améliore aussi mon niveau de service et d'engagement de mes collaborateurs. Alors, je reviens encore un peu sur Berzin, mais je pense que c'est important pour illustrer, mais je ne veux pas vous refaire l'historique parce que c'est très pénible, tout le monde va s'endormir des systèmes d'information RH, mais on part de loin, on part de très très loin. Hein. On a automatisé la saisie de données, on a commencé à interagir avec le collaborateur, et c'est aussi un des problèmes des organisations et un de vos enjeux stratégiques en tant que RH, c'est que tous les outils qu'on a mis à votre disposition, ils étaient centrés sur vous, ou sur le back-office, ou sur le processus, mais ils n'étaient pas centrés sur le collaborateur. Et en fait, l'essentiel, c'est de parler au collaborateur, de comprendre le collaborateur. Et de le comprendre pas avec un an de décalage, hein, mais le comprendre en temps réel. Ça ne veut pas dire surréagir, on y reviendra, vous aurez peut-être des questions là-dessus, mais ça veut dire vraiment comprendre quels sont ses leviers, quelles sont ses motivations, comment je vais en tirer le maximum. Et donc, ce que nous dit Josh aujourd'hui, c'est qu'on n'est même plus sur de l'engagement, on est sur de l'empowerment du collaborateur. Voilà. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire, qui est un sacré challenge pour vos organisations. C'est vraiment de lui donner le meilleur, de l'aider. Mais encore une fois, c'est comme si vous le considérez comme un client, il va bien traiter vos clients. Si vous lui donnez le maximum pour réussir, pour apprendre, pour se développer, pour être bien encadré, bien managé, bien accompagné, bien coaché, il n'y a pas de raison qu'il n'en donne pas le centuple. Donc vous avez tout à y gagner en fait et rien à y perdre, sauf à travailler peut-être un peu plus sur ce sujet-là qui n'est pas un sujet simple. Donc c'est un peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, mais voilà, tous ces outils qu'on a mis à disposition, et j'en suis un peu responsable parce que je les ai aussi vendus, mais ils n'étaient pas dans une temporalité temps réel, en fait. Voilà. Et c'est aujourd'hui ce qui change dans l'approche digitale, tout s'accélère, et on ne peut plus attendre un an, on ne peut plus attendre tous les 2 ans pour faire une étude de satisfaction globale dans des grands groupes. Il faut qu'on comprenne plus rapidement et qu'on réagisse surtout plus rapidement. Et je pense qu'un des sujets clés autour de ça, c'est aussi embarquer vos managers, embarquer vos rouages essentiels, vos rouages intermédiaires, qui sont l'ensemble de vos managers, qui souvent se sont sentis entre le marteau et l'enclume. Hein, donc le top management leur demande de plus en plus, les employés sont de plus en plus exigeants, et ils ont peu de marge de manœuvre, voire aucune. Donc ils se font taper dessus dans tous les sens. Et alors qu'au final, ils sont essentiels dans votre transformation. Donc c'est eux qu'on doit embarquer avant tout, qu'on doit aider. Et quand on parle d'outils aujourd'hui, ce sont des outils qui doivent être aidants, qui doivent vous faire gagner du temps, qui doivent enlever des processus ou simplifier les processus pour les comprendre tout de suite. C'est ça qui va changer la donne en fait et qui va faire que, je pense que quand on parle d'expérience employée, hein, il y a souvent 3 aspects. Il y a un aspect physique, donc dans votre environnement physique.
Il y a un aspect d'échange, de développement, de management. Et puis il y a un dernier aspect qui est l'aspect technologique. Ça, c'est une approche d'un Américain qui nous a dit ça. Et je l'ai vérifié en posant des questions autour de moi. Mais aujourd'hui, évidemment, vous préférez avoir un bureau comme ici, magnifique, plutôt qu'être en sous-sol et sans climatisation. Mais vous avez envie aussi d'avoir les meilleurs outils. Donc l'environnement technologique, il vous fait gagner du temps. Il ne vous prend pas votre job, il vous fait gagner du temps. Voilà. Si vous avez encore le vieux nanar dans lequel il faut rentrer le processus pour obtenir un budget et que vous allez y passer la matinée, les gens s'arrachent les cheveux et ils ne veulent pas rester dans une organisation qui leur propose cette expérience-là. Donc c'est aussi un élément de l'expérience collaborateur. Je voulais peut-être juste parler de ce point-là qui est quand même important. C'est à partir du moment où vous comprenez en temps réel vos collaborateurs et où vous pouvez le lier avec plein d'autres éléments, vous allez commencer à faire du prédictif et comprendre que en fonction de ce qui remonte en temps réel sur des études d'engagement, on peut par exemple nous prendre la température, j'en reparlerai juste après avec EY, en temps réel, vous allez tout de suite comprendre qu'il y a des signaux qui clignotent et que de manière prédictive, ce collaborateur-là va vous quitter dans les 2 mois qui viennent. Pardon. Donc je voulais moi aussi illustrer avec un client ce qu'on a fait chez EY, qui est un cabinet, donc Ernst & Young, pour ceux qui les connaissent un peu moins, qui est un cabinet de conseil et d'audit international de quasiment 200 000 collaborateurs. On travaille avec eux dans plusieurs pays, en France, en Belgique, en Hollande. Voilà. Et leur volonté n'était pas de remettre un autre outil, parce qu'ils en ont des tonnes pour évaluer les collaborateurs, mais d'avoir un outil beaucoup plus ouvert qui permette du feedback permanent, d'être plus bienveillant, voilà, et de comprendre ce qui coinçait et ce qui bloquait auprès des collaborateurs. Voilà. Parce que dans ce type de métier, vous avez des turnovers qui sont très élevés. Et je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à recruter. Donc si en plus vous avez 30 ou 40% de turnover, c'est très compliqué de staffer vos équipes pour faire l'audit de PSA ou de Renault. Donc ce qu'ils ont fait, c'est mettre en place notre outil, prise de température temps réel en 20 secondes. On peut savoir si ça va, si ça ne va pas. Donc l'entreprise a des alertes. Ça ne veut pas dire qu'elle surréagit encore une fois, mais au bout de 4-5 alertes qui clignotent, c'est qu'on commence à avoir un problème. Et en même temps, elle fait remonter des feedbacks et elle utilise notre outil pour faire son parrainage interne, pour faire un suivi complètement bienveillant entre les seniors et les juniors. Voilà. Le résultat, c'est que l'outil est totalement accepté, qu'aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ne pourraient plus s'en passer. Que vraiment ça a libéré la parole. Il y a des choses qui se sont dites et qui au final ont résolu des problèmes. Hein. C'est un peu comme aller chez le psy, quand on commence à parler, déjà ça va mieux. Voilà. On n'a pas encore tout résolu, mais on a fait une première étape. C'est surtout quand on paye, en fait, il paraît. Mais nous, on n'est pas contre se faire payer, hein, même si on est start-up. On ne fait pas les choses gratuitement. Mais... voilà. Et on a vu aussi qu'un outil digital recrée du lien. C'est-à-dire que les équipes sont parties, se sont retrouvées à organiser des soirées, des pots, alors qu'elles se parlaient quasiment plus. Il faut voir que c'est aussi des équipes qui parfois ne sont pas au même endroit, sont dispatchées chez le client. Voilà. Mais ce n'est pas la raison principale. C'est vraiment comprendre et anticiper. Et l'associé RH de chez EY nous dit que ça a changé son métier. Parce qu'aujourd'hui, il voit les signaux bien en amont par rapport à avant. Où soit le collaborateur arrivait avec sa lettre de démission, soit il s'enfermait dans les toilettes en burn-out. Aujourd'hui, il a 6 mois d'avance et il peut traiter le problème à la racine avant qu'il dégénère et que ça soit irrécupérable. Donc on est vraiment là sur une amélioration de l'expérience employée. Et il a changé des collaborateurs d'équipe parce que ça ne fitait pas dans l'équipe. Voilà. Mais au moins, il le fait tout de suite et on redresse la barre et on comprend mieux ce qui se passe dans son organisation. Je voulais vous parler un peu du futur aussi, qui peut faire peur ou pas. Mais vous entendez tous les jours, je pense, parler des bots. Donc, pour pas se distinguer, on va aussi sortir, nous, un bot. Et qu'est-ce que peut vous apporter un bot, en fait? Et c'est le dernier point, je pense, qui est essentiel et qui lie un peu à ce que tu disais, David, auparavant. Un bot, pardon. Très bonne question. Un bot, c'est un robot conversationnel.
C'est ce qu'on appelle des chatbots, qui de chatbots sont devenus des bots. C'est-à-dire que vous allez parler et échanger comme sur WhatsApp, si vous connaissez, finalement avec un robot, une intelligence artificielle qui va pouvoir répondre à beaucoup de questions. Voilà, et qui va vous donner une réponse temps réel, surtout sur plein de sujets où il faudrait parfois attendre une semaine ou plus. Alors, on peut se dire que ça va supprimer des emplois, mais souvent ça crée plutôt du business et ça apporte de nouvelles choses et de nouveaux services autour de ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'un bot va pouvoir aussi aider vos collaborateurs, voilà, leur donner des conseils. Parce que le RH n'est pas toujours présent ou parce qu'il y a un pourcentage de RH qui de toute façon ne permet pas de faire une approche complètement personnalisée en permanence. Avoir un outil qui automatiquement répond à des questions même un peu intelligentes, parce que l'outil est intelligent, c'est ça qu'il va apporter. Et je pense que le dernier point, c'était ce que je voulais vous dire dans l'expérience Anywhere. En plus, un outil bot ou n'importe quel outil doit être accessible partout. C'est l'outil qui doit venir au collaborateur et pas le collaborateur qui doit aller à l'outil, en fait. Donc, s'il faut aller dans Facebook, on ira dans Facebook. S'il faut aller... Il y a toujours des questions de sécurité. Et ça, c'est notre job à nous, éditeurs de logiciels, de vous garantir qu'il y a une sécurité totale sur les échanges. Mais il faut que... Tout comme David parlait d'expérience mobile, le collaborateur, effectivement, il préfère faire une action sur son mobile dans le métro parce que ça l'arrange ou quand il est en home office de chez lui, peu importe. De la même manière, il faut qu'on aille à lui sur tous les sujets de feedback. Si on veut savoir ce qu'il pense de telle chose, on veut le sonder sur quelque chose, on veut son feedback sur son manager, sur l'organisation, voilà, on peut lui demander de venir dans une appli, mais il faut aussi aller à lui. Et je pense que c'est ce que vous verrez de plus en plus, c'est ce qu'on doit faire pour que vous ayez vraiment une donnée, pas seulement sur 10% des collaborateurs, mais sur 80% ou 90%, voilà, et qui soit totalement réel et qui vous aide à gérer vos entreprises et à embarquer vos collaborateurs. Et si on arrive à faire tout ça, je pense que le Saint Graal au bout du chemin, c'est qu'on a une organisation... qui fonctionne extrêmement bien, avec des gens qui sont motivés et qui donnent sûrement 2 fois plus que la plupart des organisations. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci Christophe. Question qui brûle les lèvres. De toute façon, on va avoir la séquence de questions-réponses très rapidement. Hop. Donc finalement, enfin tous... Ah, pardon. C'est pas une question, c'est une observation quand on dit aider son collaborateur, c'est aussi prendre par la main de ça. Exactement. Oui. Valoriser la gestion des talents, c'est mieux qu'aider. Qu'aider, ça veut dire que tu as besoin d'aide d'un mois. Ouais. Alors que ça peut être l'inverse, ça peut être la personne qui suggère quelque chose et qui apporte à celui qui pense aider quelquefois ou aide pas. Voilà. C'est juste une... Non, et vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de management bienveillant, enfin d'entraide entre collaborateurs. Enfin, il y a une notion de non pas simplement de fournir une expérience individuelle, mais une expérience collective. D'ailleurs, il y a tout un pan de travail là sur le futur, enfin, et qu'on voit déjà apparaître. C'est la performance collective qui revient au goût du jour. Et il n'y a pas de performance collective s'il n'y a pas de cette notion d'équipe, d'entraide. Et c'est des équipes projets, c'est des équipes qui sont gérées par un manager. C'est un élément qui est important. Et le chatbot, parce que finalement... la bonne nouvelle, le un peu extraordinaire, c'est qu'on peut, la mission du DRH, ça ne sera pas seulement d'administrer, ça ne sera pas seulement de gérer, de compter, d'être précautionneux sur des budgets. On a vu que parfois, même la question budgétaire pouvait être revue complètement, puisque la digitalisation permet de mettre à disposition des choses sans avoir, finalement, avec une économie d'échelle qui est incroyable. Donc le coût marginal est presque voisin de zéro. Donc vous avez juste à utiliser le maximum ce qui vous est mis à disposition. Ce travail du design de l'expérience collaborateur est formidable, parce que finalement, c'est quelque chose où potentiellement, tout le monde gagne. L'individu gagne, parce qu'on s'intéresse à lui, à son parcours, à sa performance, bien entendu. L'entreprise y gagne, parce qu'on a vu que, mieux que le Viagra, il y avait une corrélation entre la satisfaction, l'engagement des collaborateurs et la performance vis-à-vis des clients. Le RH y gagne,
c'est quand même la fonction dans son ensemble. C'est formidable de se lever le matin en disant voilà, je vais pas compter les petits bâtons, je vais faire quelque chose qui va impacter la vie des collaborateurs. Souvent, quand on vous interviewe, on demande pourquoi vous faites cette fonction. Il y a souvent quelque chose qui a un but ultime, qui est de changer et d'impacter la vie des personnes, parce qu'on y passe énormément de temps, on y consacre énormément d'années de notre vie. Et ça, je pense que c'est finalement... Et on a vu qu'il y avait plein d'ingrédients pour ça. Il y avait plein de leviers qui vous permettent d'être des architectes, d'être très concrets sur cette réalisation de cette expérience. Et là, il n'y a pas de recette... voilà, c'est pas du copier-coller, c'est à vous aussi, en fonction de votre ADN, dans l'entreprise, de vos spécificités métiers, de ce que vous pouvez jouer ou pas pour l'instant, de pouvoir trouver finalement cette équation qui est d'entre vos mains. Mais c'est des choses qui peuvent être très très simples. On parle d'abord effectivement de l'espace physique, on parlait que cet espace était extraordinaire, mais je me souviens d'une discussion sur un processus de recrutement. Ils avaient dans la salle d'interview pour les recrutements un tableau qui était juste mortel. C'est un truc qui vous fait passer de la lumière à l'ombre, totalement triste, pas, etc. Je dis, mais pourquoi vous ne changez pas ce tableau? Allez à Ikea ou je ne sais pas où, demandez, et changez juste ce tableau. Et déjà, l'entretien va pas changer, mais l'atmosphère va changer. Ce sont des petits détails qui parfois sont importants, et il ne faut pas les oublier, bien entendu. La technologie est un élément important, on l'a vu sur la mise à disposition sans limite de la formation, on l'a vu dans le fait d'ouvrir un champ à tout le monde dans les phases de screening, qui est très compliqué, parce qu'on a une difficulté à être en contact avec tout le monde, avec les interviews vidéo, où on va pouvoir observer très concrètement le champ des compétences qui sont soft, et alors qu'on les voyait qu'en entretien physique, sur des aptitudes qu'on avait sélectionnées sur des critères discriminatoires parfois. Et ça, voilà, la technologie, une aide. Les chatbots, c'est une aide aussi. Le chatbot va vous remplacer sur les tâches fastidieuses. Voilà, le côté répondre pour la énième fois à quel est mon compteur de congé, et ben ça, il le fera tout seul. Vous n'aurez pas besoin. Bah ouais. Donc peut-être effectivement, ça va remplacer du temps de travail de certains RH, mais ça va être réinvesti sur des fonctions à plus haute valeur ajoutée, notamment sur ce travail de l'équation. Un autre élément très important qui a été abordé, c'est le rôle du manager. Le rôle du management, qu'il soit tout en haut et en proximité, c'est pas la disparition, la ubérisation du manager. Le clientélisme, on va dire ça comme ça, de la fonction RH, c'est pas de dire le manager n'a plus de responsabilité, n'a plus de rôle, il ne doit pas éclairer le futur, il ne doit pas prendre des décisions. Non, il doit choisir ses batailles. Et la mère des batailles, c'est l'épanouissement de ses collaborateurs. C'est le fait qu'ils sentent, on va dire, qu'ils se projettent dans le futur et qu'ils soient performants au quotidien. Et le moment de vérité, c'est le moment où on est au travail et où on est en activité, face à son client éventuellement, ou ses collègues. Il y a un élément sur lequel la fonction RH a un rôle important, c'est la décision. On l'a vu sur les systèmes de feedback, on le voit sur, par exemple, l'information que tu as donnée sur la part grandissante du mobile dans la capture de l'entretien vidéo. C'est des choses qui sont formidables pour pouvoir affiner cette équation de la meilleure expérience possible pour chacun. Ça veut dire qu'il faut personnaliser. Et vous allez avoir, grâce au digital en particulier, une formidable, et au feedback, une formidable mine d'informations que vous allez pouvoir utiliser pour améliorer l'expérience, puis aussi prendre des décisions. Et enfin, c'est cette culture, cette vision qu'il faut entretenir. Donc il faut embarquer le top management. Il y a du lâcher-prise, on l'a vu sur les budgets potentiellement, qu'il va falloir, on va dire, orchestrer, mettre en place. Et c'est pour ça que l'éventail, finalement, de la fonction, du designer d'expérience, est juste formidable. Vous avez un autre élément intéressant que je voulais vous livrer avant de vous laisser la parole. C'est effectivement, dans cette étude qu'on a faite, quels étaient finalement les éléments les plus importants, les leviers sur lesquels étaient en attente fortement les talents. Et on voit que c'est beaucoup au travers de, finalement, mon devenir, ma compétence, mon employabilité, mon expérience professionnelle. Aidez-moi en premier à me projeter dans le futur. Il y a quelque chose d'anxiogène dans ce monde. C'est pas simplement mon prochain job, c'est qu'est-ce que je vais devenir, où est-ce que je vais m'épanouir, etc. Et donc l'entreprise doit, et la RH a ce rôle-là, de donner les éléments, les jobs et les skills qui sont importantes. Et Youno éclaire sur un peu tout ce qui est agile, les méthodes agiles, le design thinking, qui sont des nouvelles méthodes qui se propagent de plus en plus. Voilà, ça c'est des choses qui vont devenir des boîtes à outils qu'il va falloir propager le plus largement possible.
il faut me donner la manière, aussi l'accompagnement pour m'aider à me reformer. Et je suis tout à fait d'accord avec votre intervention. Ce n'est pas simplement donner des formations, c'est aussi faire du co-développement, faire des mises en pratique, des mises en situation. C'est de l'entraide, c'est de l'écoute bienveillante qui vont être, et c'est des éléments de culture de feedback qui vont aider à ça, en sachant que un autre élément qui est un pan qu'on a un petit peu effleuré, qui est l'organisation même du travail. Par exemple, on voit de plus en plus, je crois que quelqu'un parlait de l'entreprise autonome, enfin des équipes autonomes, on voit de plus en plus réapparaître ces choses qui ne sont pas si nouvelles que ça autour de l'empowerment et de l'organisation autonome, mais le fait de s'auto-organiser, de définir quelle va être son prochaine mission, son prochain projet, et la manière de le dérouler, de le définir éventuellement, eh bien, c'est des choses qui font partie aujourd'hui de l'expérience, des attentes qu'on a beaucoup dans les startups, mais qu'on a de plus en plus dans les organisations classiques. Voilà, nous avons tenu à peu près les délais, à 5 minutes près. Je vous propose déjà de remercier, avant qu'on passe à la question-réponse, déjà toute l'équipe d'organisation qui a fait un super travail. Donc je vous propose de les applaudir. Et j'espère que vous allez avoir des questions, des réactions, des témoignages, des expériences. Est-ce que aujourd'hui vous avez des actions très concrètes autour de l'expérience des collaborateurs qui s'inspirent plus ou moins de ces approches clients? Bonjour, je m'appelle Bérénice, je travaille dans une entreprise qui est en train de changer le process d'évaluation de la performance. Vous citiez Accenture, Deloitte tout à l'heure, on est en train de faire la même chose. Et le principe clé, c'est l'expérience collaborateur. On souhaite non pas avoir des évaluations de sanctions, mais des discussions qui permettent de se développer. Et en fait, c'est assez marrant parce que les managers sont convaincus et les populations les plus difficiles à convaincre, en fait, ce sont les collaborateurs. Ils ont beaucoup de mal à se détacher de l'ancien modèle. Ils ont beaucoup de mal à comprendre qu'on a vraiment envie de les aider. Et ils ont beaucoup de mal quand on leur dit on vous ouvre, on vous donne les clés de l'entreprise et vous construisez votre carrière. En fait, ils se retrouvent un petit peu perdus. On n'avait pas anticipé ça, donc on est en train d'adapter notre stratégie de conduite du changement en mettant un focus plus particulier sur les collaborateurs, alors qu'au départ, on avait mis le paquet sur les managers. Donc voilà, c'était un commentaire. Je voulais savoir s'il y avait des réactions, des conseils peut-être aussi. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage qui a un côté sincère. On va dire. C'est pas tout est joli et tout est facile. Le designer de l'expérience, et ce sera ma contribution, et je pense que tu as quelque chose à compléter, c'est de dire, vous définissez une cible, mais vous designez aussi le chemin pour y arriver. Et ça, c'est au moins aussi important, voire plus important que définir la cible. Et ma conviction personnelle, et ce qu'on fait avec pas mal de clients justement, c'est qu'on fait coexister les deux. C'est-à-dire qu'il faut faire coexister des choses qui rassurent des gens qui ont besoin de structure, qui ont besoin de temps. L'entretien d'évaluation est un rendez-vous, il y a un formalisme, avec des aspects un peu décloisonnés, conversationnels, un petit peu plus au fil de l'eau et parfois un petit peu déstabilisants. Tout le monde va s'y retrouver. C'est aussi avoir ce squelette qui permet à chacun d'avoir soit le côté très conversationnel et décloisonné de la conversation continue, et quand même l'entretien d'évaluation, auquel on va donner peut-être un autre sens, qui est quand même de passer du temps sur une carrière versus du feedback un peu opérationnel sur l'exécution qu'on peut avoir des tâches. Non, ce que je voulais rajouter, alors on rencontre aussi ce problème, c'est-à-dire c'est pas toujours... On a plus de points de blocage dans la transformation auprès des managers intermédiaires que des collaborateurs, qui sont quand même globalement assez demandeurs, mais en fonction des secteurs, en fonction des organisations, il se peut que le collaborateur, effectivement, ne comprenne pas trop le sens de ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Et dans ces cas-là, de toute façon, David vient de le préciser, la clé, c'est la conduite du changement, l'accompagnement et l'explication du pourquoi. Pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce que ça va leur apporter ? Si effectivement ils se disent, finalement, plutôt que de faire un entretien annuel, j'en fais 12, déjà ça me prend du temps, il faut le préparer, c'est un cauchemar, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Voilà, donc ils vont pas y aller. Si vous voulez expliquer que c'est beaucoup plus simple, qu'il y a un intérêt tout de suite à court terme, que le management, l'organisation va prendre des mesures en fonction de ce qui remonte et ce qui est important pour eux, là c'est tout de suite une autre histoire. Donc je pense, et il faut se donner du temps. C'est-à-dire que sûrement,
moi j'ai beaucoup parlé d'avoir l'information en temps réel, mais la transformation, elle ne se fait pas en temps réel. C'est-à-dire que là, il faut se donner du temps dans la transformation. Et les organisations, souvent, voudraient une baguette magique, et que parce qu'on met en place un outil, tout d'un coup, le lendemain matin, tout le monde est hyper bienveillant. Non, ça ne marche pas comme ça. L'outil n'est qu'un moyen de votre transformation, ou un support. Donc derrière, il faut accompagner, il faut réexpliquer, encore réexpliquer. Il faut avoir des relais. Vos managers sûrement seront de très bons relais. Voilà. Et comme ça, au fil du temps, ça rentre, ça prend et ça marche. Mais c'est un long chemin. Et l'expérience employée, je pense, c'est un long chemin. C'est pas quelque chose, c'est pas un voyage de court terme, quoi. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait en 3 mois. Il faut se donner du temps. Et en se donnant du temps, ça marche. Voilà. Et en étant clair, focus. Et parfois, il faut aussi un dernier point, mais on parle beaucoup, enfin moi j'ai beaucoup parlé même dans ce qu'on fait dans l'écoute des collaborateurs, on est sur du bottom-up en fait. Hein. On réembarque les gens et on leur dit ton avis compte pour nous et est essentiel. Mais dans la transformation, parfois il faut encore un peu de top-down. C'est-à-dire qu'il faut les organisations qui se transforment le plus vite et le mieux, c'est celles qui sont très claires là-dessus. C'est des Schneider Electric, voilà, où il y a encore, à la fois des blocages, il y a de mauvais côtés du top-down et il y a le bon côté. Et sur le projet, le fait de dire allez on y va, tout le monde y va, il y a les rouages qui sont essentiels, qui sont les managers, qui ont compris l'intérêt, qui transmettent l'information. Et là, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Si on dit bon non, ça va se faire, on vous met ça à dispo, allez-y les gars, bon, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai une autre solution à vous proposer, c'est d'avoir recours à du coaching en phase transitionnelle. Donc, vous faites appel à des coachs externes, et bon, ça peut être une solution, ou ça peut aller quelquefois, ça peut être un booster intéressant. Moi, je voulais vous demander comment vous articulez votre entretien annuel, au fil de l'eau, en fonction avec les collaborateurs qui, voilà, on a leur ressenti, avec finalement les calculs des bonus qui se font souvent à partir d'indicateurs annuels. Et puis ces entretiens qui sont donc obligatoires aujourd'hui, la loi nous les impose. Mais c'est vrai que dire à ses collaborateurs c'est bien ce que tu as fait toute l'année, et puis quand on mesure les indicateurs de réussite à la fin de l'année, la performance, il n'a pas le bonus. Complètement. Mais alors ça c'est déjà une frustration d'aujourd'hui. Hein. Souvent où pas mal d'organisations finalement font surtout un entretien, parce que c'est obligatoire, alors tous les 2 ans normalement, pas tous les ans, mais il y a un côté obligatoire, et parce que ça détermine un niveau d'augmentation de bonus. Voilà. Et si effectivement tout au long de l'année vous avez dit aux collaborateurs qui faisaient un super boulot et que le résultat de l'entretien annuel c'est non, t'as 0,01%, bon là ça fait partie des degrés de frustration. Nous, notre vision, c'est que l'entretien permanent prépare et facilite ce point de passage qui peut être tous les 6 mois, tous les ans. Donc quand vous faites du feedback de manière très concrète, hein, quand vous faites un feedback dans Zest, vous pouvez mettre de côté vos meilleurs feedbacks et vos moins bons feedbacks. Donc vous avez vous-même une vision un peu plus réelle de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Hein. Et comme ce n'est pas dans un email, sur un bout de papier ou ce qu'on vous a dit oralement, parce que quand on prépare les entretiens annuels, souvent on se souvient du dernier mois, hein, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé au mois de janvier. Voilà, donc le fait d'avoir un outil et de passer sur du feedback permanent, finalement vous donne une image beaucoup plus réaliste, beaucoup plus claire. Voilà. Mais vous aurez toujours la même frustration si le manager, l'organisation, quelque part, passe son temps à dire du bien aux collaborateurs pour pas qu'il démissionne, et c'est sa manière de l'engager, et si au final ça ne se retrouve pas dans les chiffres. En fait, effectivement, on voit qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau réglementaire. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait que l'organisation des entretiens professionnels va être revue et donner l'autonomie aux entreprises versus ce qui a été fait. Enfin, en tout cas, c'est l'un des choses dans la réforme en discussion, hein, l'un des objets qui peut éventuellement évoluer et se déconcentrer, ce qui serait quand même assez logique, puisque c'est quand même l'intérêt de l'entreprise que faire que cette conversation se passe le mieux possible, le plus efficace possible. Et puis, il y a au premier niveau, il y a tout ce qui est le contact terrain en continu. Et ça, il n'y a rien de mieux que la conversation continue que d'attendre X mois, comme on l'a vu sur la formation. Voilà. Et ça, c'est déjà un fait. Hein. On l'a peu équipé, finalement. On l'a peu stimulé. On l'a un peu oublié.
Et puis il y a quand même quelque chose dont vous avez besoin en tant que DRH, c'est les campagnes. Voilà, quand il y a une espèce de processus collectif, par exemple des people review, des revues de salaire, on ne peut pas faire ça n'importe quand. Alors après, on peut faire un schisme total et faire, comme il y a le budget roulant, voilà, les augmentations en continu, mais c'est un petit peu compliqué, ça demanderait de travailler sur des process, notamment finance, qui ne sont pas toujours alignés. Et ça, vous avez besoin. La revue salariale, par exemple, ça c'est une campagne, il faut l'accepter, il faut qu'elle soit gérée comme ça, qu'elle prenne effectivement en complémentarité les feedbacks. C'est plutôt sur ce travail-là, en fait, hein, et ça se fait plutôt très bien. Je pense qu'il faut garder un cadre qui rassure, qui permet de gérer le collectif et la campagne, et puis la performance au quotidien avec la conversation continue, le feedback, qui est non seulement le feedback avec le manager, mais aussi avec les clients internes. Enfin, la démocratisation quelque part du 360 qui était un peu géré en mode élite. Enfin, les campagnes de 360 c'était aussi cher que le GPS à une époque. C'était des cabinets, c'était très très structuré, etc. Ça l'est toujours parfois. Et puis maintenant, tout ce feedback, c'est de dire, attends, moi pour me développer, le feedback de mes clients internes est au moins aussi important que celui du manager dans 12 mois ou dans 11 mois. Oui, même ces conversations informelles, bienveillantes, elles sont aussi, dans ce que disait David, nous on travaille avec Decathlon, on commence à démarrer avec eux, et on met en place une petite automation de feedback mensuel. Parce que c'est leur manière de fonctionner, parce qu'ils vous disent que la réussite du groupe Decathlon est basée sur ce feedback mensuel imposé. D'ailleurs, c'est le seul process obligatoire dans le groupe. Hein. Donc il faut absolument faire un point avec son collaborateur au moins tous les 4 à 6 semaines. Donc, voilà, ça reste un processus, une petite automation. Par contre, et c'était le point dont parlait David tout à l'heure, si vous le designez, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on fait du design de l'expérience collaborateur. C'est-à-dire qu'on le fait, on est en train de le créer d'une manière tellement fluide, tellement sympa, que ça donne envie de le faire. Voilà. Il faut changer ça par rapport à il y a 5 ans ou même il y a quelques années où non seulement le collaborateur voulait des points beaucoup plus fréquents, mais en plus, quand on lui demandait de faire un point annuel, il savait qu'il allait y passer 1 heure ou 2 heures, que l'outil était complètement ringard et que ça parlait même pas, les questions ne correspondaient pas au sujet qui était important pour lui. Voilà. Donc si on revoit tout ça, on le fait de manière beaucoup plus light, beaucoup plus simple, pensé pour lui et pour ce qui est important pour lui, là déjà on change beaucoup l'approche et on est dans l'expérience collaborateur. Bonjour, moi je vais faire un retour aussi sur les formations. Vous disiez en fait qu'il fallait mettre en avant les managers, enfin le lien entre manager et collaborateur. Et ce qu'on peut observer souvent, c'est que les collaborateurs, même quand on leur donne cette possibilité de choisir leur formation, etc., n'ont pas le réflexe d'aller voir le manager et ne le souhaitent pas. Voilà, c'est même quand le manager est bienveillant, etc., voilà, ils ne souhaitent pas avoir un retour parce qu'ils ont peur de la critique. Alors justement, c'est un vrai sujet. Par rapport à ça, j'ai 2 commentaires. Le premier, ça doit être entreprise par entreprise, mais de trouver l'organisation qui fait qu'on fait sauter cette crainte. S'il n'y a pas de validation par le manager, ça peut être une bonne solution comme une mauvaise, mais parfois c'est justement pour contourner ça. D'autres entreprises qui ont ouvert des accès limités de formation, le cite en exemple, c'est de dire on ne veut surtout pas que le manager ait un droit de regard sur certains domaines de formation. C'est plus sur les soft skills ou sur ces sujets-là où ils considèrent que le manager n'est pas forcément le plus compétent, et là ça doit passer plus par les services formation et par le besoin à la base de la personne qui l'exprime. Par contre, sur des sujets techniques ou sur des nouvelles compétences qui se développent par rapport à une orientation stratégique de l'entreprise, là le manager doit être consulté, doit être sollicité. Et le deuxième propos, alors j'entends que ça ne résout pas tout, mais c'est pour donner des exemples qui vont dans ce sens, c'est la pastille verte, c'est aussi culture et vision, c'est comment on considère qu'il est normal de procéder dans l'entreprise. Si on considère qu'il est normal de, dans tous les cas, informer, voire consulter son manager, même si on est libre, donc là on est plus dans de l'information, si on considère que c'est normal, il faut trouver le moyen de faire remonter quand les personnes ont ces craintes-là. Par exemple avec eux en temps réel, de demander pourquoi est-ce que j'ai pas
fait de formation cette année, quelles étaient les barrières pour pouvoir mesurer s'il y a ce sujet-là, c'est un point très important, et d'avoir une charte hyper claire pour les formateurs. Dans plein d'entreprises, donc il y a c'est quoi la casquette RH du manager dedans, c'est d'avoir un discours hyper clair sur la formation, sur attention, il y a ce danger-là potentiellement, si c'est dans l'entreprise, quel est mon rôle en tant que manager pour faire sauter les potentielles craintes de mes collaborateurs qui devraient me demander l'autorisation ou ce genre de sujet. Pour la peine, pour faire un retour d'expérience, parce qu'on est client chez Youno, nous, ce qu'on a voulu mettre en place depuis un an, c'est de dire que chaque personne chez EasyRecruit doit a le droit à 2 jours de formation minimum par an. Et on a proposé ça il y a un peu plus d'1 an. Il ne s'est pas passé grand-chose. C'est-à-dire que j'avais dit à l'équipe, allez voir vos managers et demandez-leur les sujets. Ça n'a pas très bien marché. Et depuis qu'on l'a digitalisé, que c'est beaucoup plus ouvert, finalement, ça a bien pris et tout le monde maintenant fait ses journées de formation directement sur la plateforme. Donc je pense que le fait de passer en digital aussi aide parce qu'on est à un clic du contenu. Alors c'est une aide, mais au final ça rejoint vraiment le sujet précédent, c'est qu'il y a aussi une ligne qui doit être claire, c'est ce que j'essayais de dire derrière Culture et Vision, c'est cette année les orientations principales dans lesquelles vous aurez une liberté vont être sur telle thématique, sur tel sujet, c'est de donner un petit cadre. S'il y a 0 cadre et qu'on ouvre l'accès à toutes les formations possibles, au-delà même de la crainte, il y en a qui diront mais en fait moi je sais, c'est pas dans ma culture, je sais pas en fait sur quoi je dois me former pour l'entreprise, pour demain et donc d'avoir un équilibre, d'ouvrir complètement les vannes sans donner de guide ou d'orientation, ça fera un peu le même sujet que tout à l'heure. Très bien, je vous propose de continuer cette conversation, parce que je pense qu'effectivement il y a certainement des échanges. N'hésitez pas à nous solliciter et à interagir entre vous. Voilà, je voudrais remercier Pierre, Mickaël et puis Christophe. On a pris grand plaisir à le faire ce matin avec vous. Merci à toi. Merci beaucoup.